Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo hebdomadaire d'analyse économique et technique. On commencera comme d'habitude par un résumé macro des deux côtés de l'Atlantique et je vous ai même rajouté un tableau des sociétés du CAC 40 qui vont publier la semaine prochaine. On va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Ensuite, on passera sur l'analyse technique du CAC 40, voir comment l'indice s'est comporté cette semaine et identifier les zones techniques clés à surveiller de près pour la semaine prochaine. Après, on ira voir le suivi technique de mes trades court terme en toute transparence avec quelques changements. J'ai toujours le BX4, Trigano, Eramet, GTT, Alstom, Imeris, la Française des Jeux. J'ai clôturé ma position, on verra pourquoi. J'ai toujours Thermador, Legrand, Kering, Neuron, Eiffage, Alten, Hermès, Dassault Systèmes, Essilor-Luxottica et j'ai rentré quelques positions de Nexans. On verra aussi ce que j'attends techniquement de ce trade. Et pour terminer, comme d'habitude, quelques sociétés qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près, Assystem, Euraseo et Sopra Steria. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PEA court terme et long terme à dividendes sur Money, le lien est aussi dans la description. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Allez, c'est parti avec les statistiques économiques côté américaine de cette semaine. On a eu l'inflation. Alors attention, qui repart un peu à la hausse. Pour moi, peut-être deux possibilités sur cette inflation qui repart à la hausse. Soit les tarifs douaniers qui commencent à se faire ressentir dans l'économie américaine. Soit peut-être, mais j'ai quelques doutes sur cette théorie du pétrole qui avait fortement augmenté suite à l'altercation, cette guerre Israël-Iran qui a augmenté sur quelques jours. Est-ce que ça peut faire un impact sur l'inflation américaine? Peut-être, mais bon, il est rentré dans le rang, le pétrole. Donc, au niveau de cette inflation, important, l'inflation corps qui reste en rythme annualisé à 2,9%. Alors, les prévisions étaient de 3, mais le mois dernier, on était à 2,8. Donc, cette inflation corps qui, je vous le rappelle, c'est quand on enlève l'alimentation et l'énergie, elle ne bouge plus. Et l'inflation globale en rythme annualisé a quand même pas mal augmenté par rapport à mai, parce qu'on était à 2,4% au mois de mai, on est ressorti à 2,7%. Donc c'est quand même une bonne augmentation. Je vous rappelle que le target de la Fed, c'est à 2%. Et pour le moment, on s'en éloigne. Donc Jérôme Powell va sûrement rester droit dans ses bottes. Tant qu'on ne va pas se rapprocher de ces 2%, voire 2,5%, et que l'inflation corps va rester aux alentours des 3%, il n'y a aucune raison de faire baisser les taux de la Fed, sachant qu'en plus que l'économie américaine est très résiliente. On a eu aussi cette semaine les inscriptions hebdomadaires au chômage plus faibles que prévu, donc rien à signaler du côté de l'emploi. Du côté des ventes au détail, pareil, plutôt une bonne nouvelle. 0,6%, c'était prévu 0,1% et le mois dernier, on était à moins 0,9%. Donc on voit que la consommation aux États-Unis continue. Je vous rappelle que au niveau du PIB américain, c'est presque 70% lié à la consommation des ménages. Donc, c'est des très gros consommateurs, les Américains. Donc, on voit que ça consomme encore. Alors, est-ce que y a une augmentation de cette consommation avant début août avec ces tarifs douaniers parce qu'on ne sait pas trop où on va aller? Peut-être, peut-être pas. Et les prix à la production aussi plutôt intéressants, 0%. C'est intéressant quand on est vers les 0% parce que c'est les prix à la production, donc on va dire au début de chaîne. Et ça peut, bien évidemment, si on a des prix à la production élevés, se répercuter en fin de chaîne, donc pour une inflation future. Donc, pour résumer cette semaine américaine, économie très résiliente avec ses ventes au détail et ce chômage qui n'augmente pas du tout. Attention par contre à l'inflation.
qui repart un peu à la hausse. Et Jérôme Powell, beaucoup d'altercations avec Trump qui met la pression sur Powell. On a même eu des rumeurs comme quoi il allait le virer de la Fed parce qu'il ne baisse pas les taux. Mais j'ai envie de dire que pour moi, Powell, il est dans son rôle. Il est dans son rôle. On verra bien. Je prévoyais sur cette année 2 baisses de taux, une au mois de septembre et peut-être une au mois de décembre. On verra bien si c'est toujours le cas après le mois d'août. Donc affaire à suivre sur les États-Unis. Et puis la grosse question, ça va être comment ça va se finir les deals sur ces tarifs douaniers au mois d'août, parce que l'Union européenne, 30%, ça ne sera pas tenable. Alors je pense que ça va rebaisser. On va voir comment ça va négocier. Parce que je vous rappelle qu'on était, je crois, aux alentours des 3%. Donc ça fait une sacrée augmentation de passer à 3-4%, à 30%. Il y a même eu une annonce comme quoi il allait taxer 200% les produits pharmaceutiques. Donc voilà, est-ce que c'est encore un coup de bluff? Est-ce que c'est comme d'habitude, ça tape fort et après, soit on va encore repousser la date, soit on va négocier. Donc c'est un peu encore le flou. Pour le moment, les marchés, j'ai presque envie de dire que tellement que ça part un peu dans tous les sens et qu'il n'y a rien de concret, les marchés font leur vie. Ils n'attendent pas les déclarations de Trump. On voit que depuis cette grosse baisse du 7 avril, maintenant les marchés ignorent un peu ces tarifs. Et surtout que pour le moment, il n'y a pas vraiment d'impact. On verra bien au début août comment ça va se passer au niveau de ces tarifs douaniers. Et on suivra ensemble l'économie américaine sur cette deuxième partie d'année. Allez, on traverse l'Atlantique pour revenir du côté de l'Union européenne. Donc pas énormément de stats éco au niveau de l'Union européenne. Il y a quand même eu l'inflation, mais au final, l'inflation est ressortie en très 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 légère hausse par rapport au mois de mai à 2% en rythme annualisé, mais on est au niveau de la BCE. C'est bien pour ça aussi que la BCE depuis quelques temps avait abaissé fortement ses taux directeurs. Maintenant, elle stagne sur la baisse des taux pour voir évidemment l'impact peut-être des tarifs douaniers. On est à 2% d'inflation, l'inflation core à 2,3%, donc rien à signaler de ce côté-ci de l'Union, de la zone euro, l'inflation contrôlée. On va ouvrir le dossier un peu France. Alors je vous ai mis ce petit graphique du gouvernement français suite à l'annonce du Premier ministre Monsieur Bayrou. On a les prévisions de l'augmentation de la dette par rapport au PIB. Donc sur 2025, on sera aux alentours des 116% de dette par rapport à notre PIB. Alors, trajectoire, si on ne change rien, ils prévoient à 2029 125%. Et si, par rapport à ce qui était annoncé et peut-être d'autres mesures, des prévisions, qu'on serait en fait toujours au même niveau, vers les 116-117%. Donc voilà, de toute façon, c'est ce genre de prévision. On sait très bien qu'il va se passer énormément de choses jusqu'en 2029. Donc c'est juste pour faire un graphique. Mais déjà, sur une année, les prévisions économique, sur la croissance, etc., voire le chômage, c'est pas du tout ce qui était prévu au début d'année. Donc sur la dette, j'ai envie de dire que ça fait un moment que, entre guillemets, on n'y croit plus trop. On verra. Donc sur les annonces, donc mon point de vue, et n'hésitez pas à mettre aussi votre point de vue en commentaire pour échanger, sans rentrer trop dans la politique. On a tous écouté. Mon avis, c'est que malheureusement, pour moi, la plus grande erreur, c'était l'année dernière, cette dissolution de l'Assemblée nationale, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le parti d'Emmanuel Macron. Le problème de cette dissolution, c'est qu'on s'est retrouvé et qu'on se retrouve encore avec 3 blocs à l'Assemblée. Donc j'ai envie de dire qu'il va falloir attendre l'élection présidentielle parce que tout ce qu'il a dit François Bayrou, ça va être revu sûrement à la baisse, il y aura peut-être une dissolution. Donc c'est tellement le capharnaüm dans cette assemblée qu'il n'y a rien qui peut être fait sereinement. Maintenant, en plus, vu les annonces, ça me paraît un peu pas très clair. Ça commence avec pas de hausse d'impôts, mais déjà ça commence par un mensonge, parce que si
il gèle l'année prochaine une année blanche, et bien évidemment, je pense aux personnes qui travaillent. Si on a une augmentation de salaire de l'entreprise au rythme de l'inflation, et si les barèmes des impôts ne bougent pas, il y a plein de foyers qui vont passer sur l'autre barème ou qui ne payaient pas d'impôts et qui vont payer d'impôts parce que comme sur le revenu fiscal de l'année, il va augmenter mécaniquement parce que j'espère que on sera un peu mieux payé que l'année précédente. Donc déjà, il y aura des hausses d'impôts. Ensuite, quand il parle comme quoi il ne veut pas toucher aux travailleurs, avec ces 2 jours fériés qu'il veut faire travailler, j'ai envie de dire que ça touche les travailleurs parce que ça ne va pas toucher les retraités ni les chômeurs, ces jours fériés. Alors, mon sentiment sur ces 2 jours fériés, je pense qu'il a donné 2 jours plutôt malins parce que, bien évidemment, ça va gronder et je pense qu'il va en retenir un sur les 2 jours. C'est mon avis, on verra bien. De toute façon, on va rentrer dans les négociations, les pourparlers, etc. Ce qui va être voté, pas voté, ce qui va changer, etc. On est qu'au commencement pour économiser au final pas énormément de milliards d'euros et surtout, mon avis, c'est que c'est toujours la même chose. Quand est-ce qu'ils vont comprendre de baisser les frais de fonctionnement de l'État? Je sais pas quand. Donc, en plus de tout ça, c'est toujours la même chose. Ça, je pense qu'il faut vraiment remettre le travail au milieu en fait de la France, mais ils le font, je pense, de la très mauvaise manière parce que ça motive vraiment pas les gens de ce genre d'annonce pour essayer de faire croître l'économie française. Quand on nous parle de mettre 2 jours fériés en plus, qui vont être en finale, presque. Est-ce que les jours fériés vont être mieux payés? Je pense. Mon cas personnel, je travaille en grande distribution. Les jours fériés, on travaille tous les jours fériés. Alors si on nous met le 8 mai et le lundi de Pâques, qu'on travaille déjà, alors est-ce qu'on va perdre la majoration? Est-ce que ceux qui vont travailler ces jours fériés, est-ce qu'au final, ça va rajouter 14 heures gratuites sur l'ensemble de l'année? Sûrement, alors ça sera en finale 2 jours à travailler de solidarité pour payer la dette et sachant qu'en plus ces 2 jours fériés, ça prévoit à peu près 3 milliards d'euros, 3-4 milliards, donc on voit que c'est rien du tout. Et puis ça donne comme signal que dans 2 ans on fait quoi? On enlève encore 2 jours fériés? C'est vraiment, je trouve, pas de solution de toute façon. Pour moi on est très mal parti, on est au pied du mur. C'était bien avant qu'il fallait réfléchir sur cette dette. J'ai bien peur qu'il n'y a plus de solution. Il y a soit dissolution et là les agences de notation vont venir et j'ai bien peur que les FMI arrivent très vite sur le perron de l'Elysée ou peut-être, mais j'y crois pas du tout, c'est une démission d'Emmanuel Macron, mais j'y crois pas du tout. Et puis on refait des élections présidentielles anticipées, et puis on voit ce que ça donne. Mais franchement, je suis toujours optimiste sur l'avenir, mais la France, plus ça va, plus elle me fait peur. J'ai presque envie de dire que s'il y a une crise économique mondiale, ça viendra peut-être de la France qui ferait basculer la zone euro et plus. Donc on sera ensemble pour suivre les événements à la rentrée, voir ce qui se passe, dissolution, changement encore de ministres, etc. Mais je vois pas un très bel avenir au niveau de la France, malheureusement. Et je vous ai mis le calendrier de la semaine prochaine des publications du T2 des sociétés du CAC 40. On aura du beau monde et des cadors dans leur secteur d'activité. On aura par exemple mercredi Thales dans le secteur de la défense, voir les perspectives. On aura jeudi BNP Paribas, Cador dans le secteur financier, Dassault Systèmes, LVMH aussi très intéressant pour voir les perspectives et les zones géographiques d'LVMH. Michelin, ça va être aussi intéressant parce qu'on a eu le profit warning de Renault. Est-ce que les équipementiers automobiles, ça va être mieux? Stellantis, on va voir par rapport à Renault. ST Micro, Total Energy. Donc, on y verra sûrement plus clair fin de semaine prochaine suite à ces résultats et ça sera peut-être le catalyseur
pour voir la prochaine direction du CAC 40 parce que pour le moment, il navigue. Un coup ça monte, un coup ça baisse. Il ne sait pas trop où aller le CAC 40. Peut-être que la semaine prochaine, on saura si direction les 8000 points ou au contraire, retour vers le bas suite à ces résultats d'entreprise. On va passer maintenant très rapidement au petit graphique que je vous fais suivre chaque week-end pour voir le rendement du 10 ans français suite à ces annonces de plans pour la dette française du Premier ministre, pour voir qu'au final, il n'y a eu aucun impact sur le marché. On va quand même se mettre en journalier pour voir. On a eu une petite baisse, ça remonte. Donc on voit que pour le moment, le marché attend de voir ce qui va être voté, pas voté. Est-ce qu'on va avoir une dissolution de l'Assemblée nationale avec une motion de censure? Est-ce qu'on va avoir autre chose? Donc voilà, on est en attente. De toute façon, on est pour moi assez haut quand même à 3,40 sur le 10 ans français. On voit les plus hauts récents étaient à 3,60. On attend. Si on a les agences de notation, ça va, je crois, revenir au mois de septembre. Si on a une dégradation, j'ai bien peur qu'on casse les 3,60 et on ne sait pas trop où on va aller. Si on a une dissolution de l'Assemblée nationale, je pense qu'on risquerait d'aller vers les 3,60. Et si on a toutes ces mesures qui ont été annoncées, qui au final ne sont pas votées et qu'on reste dans la même dynamique de hausse de la dette française, j'ai bien peur qu'on continue cette tendance haussière. Et bien évidemment, ça peut avoir un impact sur le marché actions et principalement le CAC 40, même si les entreprises du CAC 40 font 80% de leur chiffre d'affaires à l'étranger, bien évidemment, parce qu'après, il va bien falloir trouver aussi des solutions et on peut encore taper sur les entreprises françaises pour récupérer encore de l'argent par-ci, par-là. Donc, affaire à suivre. Les autres graphes, l'Allemagne, rien à signaler. Les États-Unis, petite baisse, on fait du surplace cette semaine. Le pétrole, on a vu que la semaine dernière, on était vers une zone pour moi clé technique vers les 66 et pour le moment, il reste vers les 66 $. Donc rien à signaler aussi du côté du pétrole et l'euro-dollar. On a vu la zone de résistance à 1,17 repart un peu à la baisse, mais on est quand même sur une très belle dynamique haussière de l'euro-dollar. Allez, on passe maintenant à l'analyse technique du CAC 40 en données hebdomadaires pour voir que cette semaine, au final, on fait encore du surplace. On fait moins 0,08%, donc du surplace. On voit qu'on fait une mèche haute, une mèche basse. Le point positif en hebdo, c'est qu'on tient au-dessus de la moyenne mobile 10. On tient le support clé à 7735 points. On tient au-dessus de cette oblique baissière. Donc c'est, comme je vous l'ai dit, peut-être attendre des résultats de la semaine prochaine des mastodontes du CAC 40 pour voir si on retourne vers cette résistance à 7931 points ou si on casse les 7735, qu'on passe en dessous des moyennes mobiles 10, 20 hebdo et qu'on retourne pour moi vers les 7614. Ça va être l'enjeu pour la semaine prochaine, le catalyseur des résultats pour nous donner la prochaine direction du CAC 40. Rapidement en journalier, pour voir que c'est un peu les portes de saloon, hein. Il y a des gaps un peu de partout. La semaine d'avant, le 10 juillet, on a toujours cette sorte de bébé abandonné qui est entouré d'un gap haussier, d'un gap baissier vendredi 11. Lundi, on commence la semaine le 14 juillet avec une baisse. On zigzague. La semaine d'après, le jour d'après, mardi, on fait une englobante baissière sur la bougie, presque, donc presque une englobante sur la bougie de la veille. Après, mercredi, on fait un gap baissier, méchote. Je pensais vraiment qu'on allait vraiment casser ces 7735 pour revenir là-dedans. Et puis contre-pied, porte de saloon. Jeudi, bonne nouvelle, on fait un gap haussier, plus 1,29. Vendredi, on commence très bien la journée, mais au final, on reprend tout ce qu'on a gagné en début de séance et on revient à faire à 0% de progression. Donc on voit, c'est vraiment porte de saloon, il y a des gaps, c'est l'indécision totale sur le CAC. Si on est positif, on voit quand même qu'on est au-dessus des moyennes mobiles, même si les moyennes mobiles sont un peu toutes entremêlées. Pour moi, c'est les zones résistance 7930, si on arrive vraiment à franchir ces 7900, il y a possibilité d'aller combler ce gap du
du 27 mars et aller direction les 8000 points, voire plus. A contrario, si la semaine prochaine on casse les 7735, eh ben, j'ai bien peur qu'on retourne vers l'oblique, vers ces gaps haussiers qui sont tous ouverts. Et ça sera vraiment pas top. Parce que là, on a une sorte de belle hausse, consolidation sous forme de drapeau. On a cassé il y a quelques jours. On fait le pullback, donc là, il faut vraiment repartir. Parce que si on revient là-dedans, eh ben, on aura plutôt une config encore une phase de latéralisation comme ça. Et puis après, on ne sait pas par où on pourra aller. Donc, affaire à suivre. Pour conclure sur le CAC, les zones que je vais surveiller pour la semaine prochaine, support 7735 avec le gap haussier de jeudi et résistance 7931. Et on se donne rendez-vous le week-end prochain pour faire un point sur ce CAC 40 RSI très neutre, un peu comme les cours porte de saloon en ce moment sur le CAC. Donc avant de passer au suivi technique de mes trades en cours, petit point rapide sur la performance du portefeuille la semaine dernière qui surperforme un tout petit peu le CAC 40 avec un spread positif de 0,29%. Le seul trade qui a été clôturé la semaine dernière, c'est la Française des Jeux. Alors avec un petit gain parce que on n'a pas le dividende que j'ai perçu qui était d'environ 65 euros il me semble, donc ça me fait environ 60 euros de gain. Alors c'est léger mais c'est toujours des gains, donc c'est toujours positif d'encaisser sur un trade. Voilà, après on sait qu'il y a quelques jours on était bien plus haut sur la Française des Jeux, peut-être qu'elle va repartir à la hausse, mais à des moments il faut faire un choix. J'ai fait le choix d'encaisser la Française des Jeux et au final c'est quand même positif parce que je ressors quand même avec un petit gain. On passe maintenant au suivi technique de mes trades en commençant comme d'habitude par le BX4. Alors vous connaissez ma stratégie avec le BX4, je m'en sers un peu comme couverture de toutes mes positions longues sur les autres sociétés. Pour le moment, on a vu que le CAC 40, c'est un peu les portes de saloon. Un jour ça monte, un jour ça baisse. On n'a vraiment plus trop de directionnel sur le CAC. On verra suite aux résultats d'entreprise si on va soit repartir à la hausse, soit repartir à la baisse sur le CAC 40. Et on verra aussi début août si on a une correction des marchés suite aux tarifs douaniers, si au contraire ça repart vers le haut. Donc comme je ne sais pas trop ce qui va se passer, comme personne ne sait trop ce qui va se passer, et comme pour le moment on n'a pas trop d'indications ni à la hausse ni à la baisse, eh ben je ne touche à rien. Si on a une vraie consolidation des marchés déjà US qui sont sur des plus hauts et qui je pense pourraient emmener à la baisse aussi le CAC 40, eh ben je reprendrai sûrement du BX4, je clôturerai un peu mes trades court terme et je m'exposerai plus avec le BX4 sur le short du CAC 40 et on verra bien jusqu'où ça va nous mener. Pour le moment, bien évidemment, ma moins-value latente est assez conséquente, moins 15%. On verra, donc je ne touche à rien. Pour les personnes qui pensent que le CAC 40 va repartir à la baisse parce que les résultats vont pas être bons ou mal accueillis par le marché, bien évidemment, rien ne vous empêche de commencer à bâtir une position sur le BX4. Soit aussi pour couvrir si vous avez pas mal de trades en cours et puis après on accompagnera la baisse si elle a lieu sur le CAC 40. Voilà, donc on reverra le week-end prochain. Si la semaine prochaine ça se passe des choses, je vous partagerai sur Twitter si je reprends du BX4. Affaire à suivre. On passe à Trigano. Donc Trigano, elle continue sur sa lancée. Plutôt une belle semaine. Une belle semaine sur Trigano. On va un peu dézoomer pour voir qu'on a encore franchi une résistance. 151, 152 euros. On est revenu sur une sorte d'oblique, là, de polarité qui était une grosse oblique là, en hebdo de la tendance haussière, qui a été cassée avec violence. Et puis là, on essaye de faire le retard. Donc on a bravo s'il y a des personnes qui ont pris aussi Trigano vers les 100 euros. On est quand même sur une très belle performance de 55%. Donc ce n'est pas rien. Moi j'étais rentré depuis un long moment quand même, depuis 2024. C'est mon seul trade qui me reste sur l'année 2024. Et j'ai bien fait de garder tout ce temps parce que on était sur une moins-value latente.
on repasse sur une plus-value latente. Donc maintenant, ma stratégie, c'est pas de me renforcer parce que j'ai quand même 3 positions. Je suis pas mal valorisé sur Trigano. Donc c'est d'encaisser. Quand peut-être si elle retourne en dessous des 151 euros, ça me ferait quand même un bon gain de presque 10%. Donc c'est toujours à prendre, surtout quand on sait d'où l'on vient, quand on était à 100 euros et avec une très forte moins-value latente. Donc ma stratégie sur Trigano, c'est d'encaisser peut-être la semaine prochaine. Tant qu'elle est sur la tendance haussière, plutôt très bien construite, des hausses, des phases de latéralisation vers la moyenne mobile 20. Des hausses, beau gap haussier, là c'est pareil, donc on va peut-être faire ça. Si on fait ça, je ne touche à rien, j'observe et j'attends de voir. Pour les personnes intéressées, soit vous êtes dans le train comme moi avec par exemple un PRU vers 133, soit vous avez vraiment un très très bon PRU à 100 euros, par exemple avec le croisement M10 M20, là il faut accompagner. Je pense qu'on a peut-être fini la forte hausse et qu'on va plus consolider dans le prix. Donc affaire à suivre. Et pour ceux qui souhaitent rentrer, c'est pour du court terme. Si elle revenait peut-être ici vers les 150 pour espérer une config phase de range comme ça pour aller après à 162. Alors c'est tout à fait acceptable comme stratégie avec le gap et là-haut ça fait un risque récompense d'environ 2. Voilà, on verra, elle peut encore continuer. De toute façon la tendance est assez claire, c'est tendance haussière, très bien construite, les moyennes mobiles tout alignées, bien haussière. Le RSI, ça fait depuis un moment qu'il est en zone de surachat, qui ressort, qui rentre dedans. Donc c'est très très positif sur Trigano depuis quelques semaines. Donc quand on est dedans, on accompagne et on verra bien jusqu'où elle va nous mener. On continue avec Eramet. Donc Eramet, elle arrive sur une grosse zone de résistance, 53 euros. Alors il y a déjà la moyenne mobile 200 qui est toujours baissière. On est au contact depuis quand même 30 juillet 2024. Donc un an, il aura fallu un an pour qu'elle retrouve cette moyenne mobile. Est-ce qu'au 30 juillet 2025, elle sera au-dessus de la moyenne mobile? Ça serait bien évidemment très positif si elle arrive à passer dans les prochains jours les 54 euros. Et on continuera. Après, les zones, c'est assez clair sur Eramet. C'est 58 après en résistance. Et puis mon PRU, 62. Donc c'est pareil, on commence à refaire notre retard. Pour ma part, bravo aussi, il y a des personnes peut-être avec l'excès baissier ici à 38, c'est pareil, c'est comme Trigano et Eramet, c'est presque 40% depuis le mini crash du 7 avril. Donc bravo s'il y en a qui ont réussi peut-être avec la moyenne mobile 10, après elle était revenue à 45. Voilà, on a une zone de support, on a une grosse zone aussi de support à conserver dans les prochains jours, c'est les 48, avec même cette bougie, j'ai envie de dire, ici, on a une zone intermédiaire à 50. Qu'il va falloir conserver. Si on revenait par ici, là c'est une zone potentiellement intéressante si y a des personnes qui sont acheteurs à 50-60 pour jouer retour déjà dans la moyenne mobile ici, avec un stop peut-être serré par ici, risque récompense d'environ 2, et puis on accompagne. Pour le moment la tendance court terme est haussière, il nous manque le passage on va dire des 53 euros au-dessus de la moyenne mobile 200 et après on aura le croisement M20, M50, et on sera bien aligné sur les moyennes mobiles courtes, 10, 20, 50. Le RSI est très bien orienté, il va rentrer en zone de surachat. Donc pour le moment, court terme, elle est très, très suivie, Eramet. Donc c'est plutôt positif. Et si ça casse, direction 58. Pour ma part, j'observe, j'attends de voir, parce que le secteur, ça peut être très volatile avec des annonces qui peuvent venir de Trump. Donc on va rester quand même prudent et pas recharger si on n'a pas de vraies infos. Donc pour ma part, je reste tranquillement. On a bien remonté un peu la pente. On est maintenant sur une moins-value latente d'environ 14%. Donc on refera le point le week-end prochain sur Eramet qui techniquement est plutôt très intéressant de court terme, surtout si on passe les 54 euros. On continue avec GTT. GTT, ça fait des jours, voire des semaines depuis début juin, qu'elle zigzague entre 162 et 171. Donc j'observe, pareil, j'attends de voir. Je vois quand même que le RSI, plus ça va, plus il dégonfle. Quand on voit les cours qui sont vraiment plutôt latérales, le RSI, lui, c'est plutôt commence à flancher un peu vers le bas. On est très limite sur la neutralité du RSI 50. Donc là, il faut réagir. Il faut réagir sur GTT si on veut vraiment passer les 172 et aller sur des nouveaux records. Donc la zone pour moi clé, c'est 163 euros environ. On pourrait revenir. Et puis après, si on reste trop
Comme ça, bah, on va casser la moyenne mobile 50, on sera en dessous des moyennes mobiles et ça serait une phase en fait de range trop longue. Et la plupart du temps, quand c'est trop long, ça casse par le bas parce qu'on a plus d'acheteurs là. Grande mèche basse, c'était intéressant, sauf que ça n'a pas poursuivi. On a fait ici, pareil, on était vers les 172. Le lendemain, bougie rouge. Là, il y a quelques jours, le 11 juillet, pareil, 4 jours de bougie rouge. Donc, ça me laisse penser qu'elle va peut-être casser par le bas. On reste attentif si peut-être elle atteint les 161 et qu'elle casse la moyenne mobile 50, le range par le bas, et ben j'encaisserai un très bon gain de 22%. Et puis on verra bien ce qui se passera en prêt sur GTT. Bon, elle est très belle, hein. Elle est très belle, les fondamentaux sont très solides, le carnet de commandes est rempli à ras-bord. Les résultats fin juillet, donc ça va être à moi de voir. Pour les personnes intéressées, ben, il y a toujours la stratégie du range. On revient ici comme c'était le cas là, on prend position, un stop par là et puis on continue d'accumuler sur le bas du range avec un risque récompense de presque 2. Et si cette fois-ci ça casse par le haut, ben, c'est tout bénef et on accompagne sur la stratégie du range et on va sur des nouveaux records sur GTT positif, phase d'attentisme, de respiration latérale sur GTT. On va bien voir si elle casse le bas ou le haut en premier. On continue avec Alstom. Alors Alstom, elle fait très belle journée vendredi. On a enfin cassé ses 20-29. On a enfin clôturé au-dessus de cette moyenne mobile 200. Alors Alstom, c'est pareil. On va peut-être revenir vers mon PRU. Je la garde. Ma zone, on va dire, de dernier rempart, c'était par ici. Là, on s'est fait très peur, mais je me suis dit, bon, on va attendre de voir à 18,47. La zone qu'on avait identifiée il y a déjà un long moment. Ça a tenu, on a cassé l'oblique, donc forte baisse. On fait un premier pullback sur la zone de polarité à 20,29 avec la moyenne mobile 200 qui est en résistance dynamique. On revient ici, mais on revient assez lentement. Donc c'est pour ça que je me suis dit, on va attendre de voir. Et on va dire la belle bougie de changement de situation technique, c'est la bougie de mardi 24 juin. On fait un beau gap haussier. On casse la première oblique baissière. Là, on vient chercher encore appui sur le haut du gap. On casse la deuxième oblique qui vient de plus haut. On retape encore la moyenne mobile 200 200 journalière, pardon. On revient chercher des acheteurs et on a enfin, entre guillemets, la délivrance. Ce passage vendredi, belle bougie verte, presque plus 4, gap haussier. Donc maintenant, c'est assez simple sur Alstom. Il ne faut pas aller là-haut. C'est un beau gap. Franchissement de résistance, faut pas aller la semaine prochaine en dessous des 20 euros sur Alstom. Maintenant, on est bloqué entre un énorme gap baissier du 14 mai avec en plus une mèche haute déjà vendredi et le gap haussier de ce vendredi. Donc là, on est entre deux. La question et surtout ce qu'il va falloir suivre la semaine prochaine, c'est est-ce qu'on va rentrer dans ce gap-là? Ça sera très bien évidemment très positif. On reviendrait vers mon PRU, donc je serai plutôt très content et voir si on peut aller à 22,55. A contrario, si on casse là, ça serait peut-être pour ma part encaisser la perte de 6% et parce que là après on pourrait revenir là-dedans, retourner peut-être à 18,47 et puis bon, on sait pas trop si ça va lâcher. On voit que très court terme, c'est plutôt intéressant. La hausse bien construite. Donc tant qu'on reste au-dessus des 20,29, et on peut continuer comme ça tranquillement sur cette belle petite hausse très court terme sur Alstom. Il y a vraiment du mieux, on a enfin franchi. Pour les personnes intéressées, c'est assez simple. Si vous croyez en Alstom, c'est assez simple. C'est lundi, si on n'a pas un gap baissier sur le CAC énorme pour suite à des annonces du week-end. Mais si on ouvre tranquillement vers les 20,82, à mi-séance, on reste au-dessus des 20,29, c'est assez simple, c'est prendre position là. Soit vous êtes vraiment court terme et la zone ici, soit ici la congestion. Et l'objectif, c'est d'aller là-haut, combler le gap. Risque récompense d'un 50. Si vous êtes plutôt très serré stop par ici, risque de 2. Voilà, c'est une stratégie tout à fait, je pense, envisageable la semaine prochaine sur Alstom. Suite à cette belle bougie, rapidement les volumes. Plutôt intéressant, un tout petit peu plus que la moyenne habituelle sur Alstom, mais pas exceptionnel. Donc on a le signal. Maintenant, il faut vraiment que ça continue rapidement. Est-ce qu'on peut tracer un petit canal pour avoir un petit visuel?
Voilà, bon, on n'a pas été là-haut parce qu'il y avait la moyenne mobile 200, mais on va laisser comme ça et on fera un point ce week-end prochain sur Alstom qui est pour moi très positif avec cette bougie de vendredi. Il faut vraiment maintenant accélérer la semaine prochaine au niveau d'Alstom. On continue avec Imerys. Alors Imerys, on est pour moi à la limite. Vraiment, là, elle a pu. On voit par exemple Alstom qui était à la limite, qui a bien rebondi. Là, il n'y a aucune réponse. On flirte avec la zone entre guillemets de danger à 26 euros. C'est pareil, ça va être à moi de faire un choix. J'ai deux positions avec pour le moment une moins-value attente de 16. Est-ce que ça serait pas le moment de prendre sa perte? Il y a les résultats. Alors c'est pareil, les résultats, ça peut être tout bon comme tout mauvais. On peut aussi attendre les résultats. Si les résultats sont moins pires que prévu et que les investisseurs payent le titre, et ben on peut remonter rapidement. Mais on peut aussi se prendre un moins 14% comme il y a eu récemment avec Renault. Donc c'est toujours compliqué, hein. J'ai pas de conseils à donner. Chacun a sa façon de faire. Voilà, c'est comme je vous l'ai dit, c'est à nous de prendre notre décision quand on est dans un trade. Imerys, techniquement, c'est fortement dégradé, 10, 20, 50, 200 au-dessus des cours en baisse, pointe vers le bas. Le RSI, il est presque en zone de survente, donc là on est très très limite. Alors ceux qui aiment bien les retournements de tendance, alors bien évidemment, soit faut attendre le 29 juillet, mais bon, le 29 juillet, je pense on saura si on casse les 26 euros et qu'on va direction les 25, ou si on revient à 27, parce que ça reste quand même quelques jours. Mais il y a la possibilité, de prendre ici, stop très court, et puis juste d'aller là-haut. Il y a l'oblique, grosse oblique quand même, qui nous a fortement gêné ces derniers jours. Et risque récompense de 2, mais c'est quand même très contrariant et très dangereux, parce que Imerys, pour le moment, il n'y a aucun acheteur qui se présente pour soutenir le titre. Affaire à suivre. Peut-être que la semaine prochaine, je vous dirai que j'aurai encaissé ma perte et je vous repartagerai bien évidemment la semaine, si c'est le cas, sur Twitter. On continue avec Française des Jeux. Donc Française des Jeux, comme je vous l'ai dit, j'ai vendu mes titres jeudi dernier à 30 euros. Voilà, techniquement c'est dégradé, on a un gros gap baissier, les moyennes mobiles sont reparties à la baisse, vendredi elle clôture à 30,30, alors peut-être qu'on a fait un point bas, qu'on va revenir à 31,62 et que ça va repartir, je n'en sais rien, mais j'ai pris une décision, parce qu'on peut très bien aussi avoir là, comme ça, revenir là et repartir. Pour moi, on est un peu au milieu de nulle part. Il y a un gros gap quand même qui est pas top, même si je sais aussi que c'est le Crédit Agricole qui a cédé des parts dans la Française des Jeux, qui a vendu ses parts quelque part. Donc voilà, j'ai préféré prendre un petit gain, parce qu'avec le dividende, on a vu, ça fait à peu près 50 euros de gain. Et puis voilà, je suis serein. Si ça remonte, c'est pas grave. Si ça baisse, on verra. 28,46. Il y a une belle zone de support, il y aura peut-être des choses à faire sur la Française des Jeux, il y a les résultats fin juillet. Voilà, je ne suis plus sur la Française des Jeux. Alors bien évidemment, là-haut, ça m'aurait fait un très bon gain, mais il ne faut pas être sur des regrets. C'est comme ça aurait fait 10%, plus le dividende à plus de 5%. Ça a été, mais je me suis laissé emporter, ça a été quand même très rapide cette baisse, hein. Il n'y a eu aucun acheteur qui s'est présenté, et on ne parle même pas du gap baissier, parce que le gap baissier c'est à la fin, c'est le 9 juillet. Avant le 9 juillet, ça commençait bien à baisser, hein. Il y avait des belles bougies rouges. Donc j'aurais dû vendre avant. C'est comme ça, on passe à autre chose, c'est pas grave, c'est toujours positif de faire sonner le tiroir caisse. On continue avec Thermador. Thermador, très belle semaine. On commence à plafonner quand même, parce que là on avait un beau canal haussier, une tendance haussière très bien construite avec des petites zones de consolidation très propres. Et là vraiment une accélération haussière. On casse carrément le canal haussier par le haut. On est sur une grosse zone de résistance avec, je viens de voir ici, un gap. Ici, le gap du 14 juin dernier. Voilà, qui joue son rôle de résistance. Et on est à 84,60. Donc là, c'est pareil. Je pense qu'on a fini la grosse impulsion haussière. On a la 10, la 50, la 200 bien alignée. On est en zone de surachat depuis quelques jours. On a les résultats qui vont arriver. Pour ma part, très bonne plus-value latente pour le moment, d'environ 22%. Donc ça va être bientôt, je pense, le moment pour moi d'encaisser. Quel niveau qui m'alerterait, c'est peut-être d'aller combler ce gap, de casser la moyenne mobile 10, même si si elle revenait ici
rien n'est catastrophique. Mais c'est pareil, est-ce qu'on est très serré pour prendre le maximum de gains, mais on peut très bien venir là et repartir. On peut très bien aussi revenir là et repartir, mais le problème, c'est un peu comme la Française des Jeux. On peut très bien aussi faire ça pour X ou Y raison. Donc c'est toujours un choix à faire. On verra la semaine prochaine pour les personnes intéressées. Je pense qu'il faut attendre. Pour moi, il faut attendre au moins ici, dans les prochains jours, si on a une petite respiration, une petite congestion, si on met le retracement de l'impulsion qui est vraiment en ligne droite. Voilà, ça fait un 38,2, 50 de retracement, rien d'inquiétant dans une tendance haussière. Donc on verra, pour moi peut-être à 82 si on respire par ici, encaisser et voir après. Ça ne m'empêche pas non plus d'encaisser à 82. Si elle revient à 78 et que je trouve la configuration technique, de reprendre des positions de Thermador pour aller à 84, etc. Voilà, c'est pas parce qu'on a vendu qu'on ne retourne plus sur l'actif durant des mois. On surveille toujours. Voilà, comme stratégie avec un risque-récompense de 2. Donc, affaire à suivre. Donc, très belle semaine sur Thermador. Après, les résistances, c'est 90. Et pour moi, le support, s'il était enfoncé, 78,50, ça serait quand même très dommageable d'enfoncer ce support. On continue avec le grand. Le grand résultat exceptionnel, surtout vu par le marché, très bon, des perspectives très bonnes, des résultats annuels relevés, avec les data centers, comme on pouvait s'en douter il y a, mais voilà, c'était pas dans les cours parce qu'on a quand même fait plus 9 et plus 3 presque, donc pour moi je suis dans le train, donc c'est très positif. Là c'est pareil, maintenant il va falloir peut-être encaisser qu'on est sur du court terme. On commence à avoir des gaps. On a quand même presque deux bougies. On a deux bougies qui sont complètement à l'extérieur des bandes de Bollinger supérieures. Donc, il va bien falloir respirer des volumes énormes. Donc là, c'est pareil. Soit on est très court terme et dès qu'il va y avoir une petite faiblesse, on va encaisser. Un peu ce que je vais rechercher avec 20% peut-être de gain. Soit vous êtes long terme sur le grand, et là il n'y a rien à faire, il faut laisser tranquillement. C'est un peu mon cas sur Schneider Electric. Schneider Electric, elle a aussi bénéficié de ses annonces. Je suis très long terme dessus, j'attends mes zones. Schneider Electric, la dernière fois que j'en avais repris, c'était suite au mini crash du 7 avril. Donc les investisseurs long terme, pour le moment, je ne pense pas qu'il y ait d'énormes opportunités vu que le marché est plutôt haussier et commence peut-être à surchauffer. Là, va falloir attendre. Si on a une forte baisse pour les investisseurs long terme, pour les court terme, on accompagne ceux qui sont dedans sur le grand. Il y avait ici la zone des 111, c'est déjà une belle progression. Il y avait ici, c'était 111, là il y a eu le gap. On va voir jusqu'où elle nous mène. Si on regarde un peu en hebdo, quelles sont les zones, on est sur des records. On voit, c'est quand même depuis, c'est pareil, depuis cette journée du 7 avril, c'est 50% de gains. Il faut quand même se rendre compte de ce qui s'est passé en quelques mois. C'est 50% de gains en 4 mois là. C'est pas arrivé très très souvent, surtout sur des grosses sociétés, Legrand, etc. Donc voilà, pour ma stratégie, on accompagne. Maintenant, on est dans la hausse. Tant que ça monte, on monte. Et puis, on prendra ses gains. Voilà, et les personnes intéressées, pour moi, il faudrait une respiration 116, peut-être court terme. Si on revenait par ici, mais avec une congestion et pas repartir. Là, on est pile sur l'euphorie de Legrand. Jusqu'où ça va nous mener? Réponse la semaine prochaine. Très positif, bien évidemment, sur le titre. Moyenne mobile 10, 20, 50, 200. Tout aligné, tout haussière. Très positif sur Legrand. On continue. Kering. Alors, Kering, techniquement, c'est vraiment pas mal parce que ça suit. Le seul petit problème, le seul petit préjudice, c'est qu'on était bien monté là, donc on va quand même tirer ça. Donc c'est très propre Kering, on monte, on zigzag, on a un premier rejet de la zone de résistance des 191, on va rechercher appui ici. Là on a une très belle bougie, le mardi 1er juillet, on fait une impulsion, on monte là, et là on a été un peu plus bas. On est quand même revenu chercher sur la polarité des 191, mais assez limite, moyenne mobile 20, et vendredi, on repart un peu à la hausse. Donc c'est pas mal du tout sur Kering, c'est un peu poussif, mais bon, si on regarde les autres, ses cousines du luxe comme LVMH ou Hermès,
qu'on verra tout de suite après Hermès vendredi. Ce qui s'est passé, et ben, c'est quand même Kering qui a fait la meilleure performance. C'est assez rare pour le souligner. Donc il y a quand même des acheteurs sur Kering. Donc je garde, je reste attentif. Pour le moment, ça se passe plutôt bien avec plus-value latente de 10%. Ma zone, on va dire, où je me poserai des questions, c'est 191. Si on casse cette zone des 191 la semaine prochaine, bah, pourquoi pas aussi encaisser 4, 5, 6% et limiter la casse. Et si on relance, bon, bah, la zone de résistance, on va juste un peu la baisser par là, à 207, les derniers plus hauts récents. En plus, on a une belle polarité ici sur 22 novembre 2024. Donc, c'est pas mal. Pour les personnes intéressées, bon, bah, bien évidemment, vous pouvez aussi jouer à peu près ces stratégies 191. Allez, là, risque récompense, c'est 2 moins de 1. Si on respire par là, ça fera à peu près 1. Et puis, si on continue la tendance et qu'on voit qu'elle veut vraiment se retourner et aller peut-être dans les prochaines semaines, voire mois, à 230, 240, et on sait à 274, on ne sait pas. Et bon, on verra. De toute façon, on a vu les calendriers. Il y a LVMH qui va publier la semaine prochaine. Donc, bien évidemment, ça va jouer sur Kering. Donc, on va voir. Et on se donne rendez-vous le week-end prochain pour faire un point sur Kering. RSI neutre. Donc, elle est en phase de transition. 191 support, 207 résistance. Affaire à suivre. On continue avec Neuron. Alors, Neuron, il y a beaucoup de volatilité ces derniers jours et c'est vraiment porte de saloon. Son small ligne de clôture, c'est vraiment une bougie rouge, une bougie verte, une bougie rouge avec beaucoup de volatilité. On était aussi très limite. Cette zone qui était pour moi clé, 44,75. On a fait un jour en dessous, lundi 7 juillet. Après, on est revenu au-dessus. Là, on repasse au-dessus de la moyenne mobile 20, 10 qui croise à la hausse. Le problème, on a tapé sur cette zone. On voit très clairement la zone qu'on avait aussi identifiée il y a un moment, des 46 €, moyenne mobile 200, l'oblique baissière. Donc là, c'est tracé depuis un long moment. Donc techniquement, ça suit plutôt bien le graphe. On rejette, on est limite, donc on va voir. J'attends, c'est pareil, si on casse les 44,75, et prendre sa petite perte de 5-6%, et puis on verra si elle retourne après à 43, et on verra s'il y a d'autres zones clés. Mais pour le moment, la zone de résistance, on peut peut-être un peu la remonter, c'est ici, 46 €, l'oblique baissière, la moyenne mobile 200, la moyenne mobile 50, la zone de polarité horizontale à 46. Donc il y a vraiment un gros obstacle à 46, et on voit très clairement vendredi qu'il y a des vendeurs ici à 46 qui ont été présents. Donc on va patienter. Pour conclure, c'est support 44,75, 46 résistance. Si on casse avec violence, pourquoi pas un scénario comme ça. Risque récompense, ça sera à peu près 1. Et puis on relance après la dynamique. On peut aller plus haut sur Neuron. On a la phase en fait un peu de voilà comme ça. Et puis après, on casse et puis on y va. À contrario, si on casse par le bas, on verra encore ici. Mais le problème d'ici, c'est que on reviendra encore au point des 46 € qui sera coriace à passer, surtout si on revient rapidement à 44. Je pense que si on revient dans les prochains jours à 44, ça pourrait lâcher. Et la zone qui est après techniquement intéressante, ça sera 43 €. Voilà, on n'en est pas encore là, mais peut-être une stratégie comme ça. Si on revient comme ça, on verra. On l'accompagne. Moi, j'observe tranquillement. Je ne me renforce pas, bien évidemment. J'attends de voir si elle casse les 46 ou si elle enfonce les 44. 75, RSI très neutre. Affaire à suivre. Phase vraiment d'indécision avec un coup une bougie rouge, un coup une bougie verte. On continue avec FH. Alors, FH, on était aussi très limite. J'avais cette zone des 115,80 €. On voit qu'il était une belle polarité, donc la baisse, le franchissement de l'oblique baissière, on travaille, on tient cette zone de support, sauf que là ça avait lâché. J'ai hésité, pour être honnête avec vous, le mercredi 16, j'ai hésité à prendre une petite perte, toute petite perte d'environ 2%, 2,5%, 3%, mais j'ai dit allez on va attendre, on va voir ce qui se passe. On est repassé au-dessus, donc ce que je vais faire, je vais mettre comme ça sur FH. Alors c'est pas top parce qu'on voit que c'est quand même une sorte de petite baisse, forme comme ça, là, un peu de canal baissier. Donc ça tire un peu vers le bas. Voilà. Donc c'est pas top. On va voir si on arrive à revenir à 120.
voir ce qui se passe. Moyenne mobile, on a déjà la 50 qui est au-dessus des cours et qui devient baissière. M10, M20, ça zigzag, ça passe un coup en dessous, un coup au-dessus. Donc on est un peu à la croisée des chemins sur FH. On va voir si elle arrive à passer les 118 là, à mon PRU 118 euros et qu'elle arrive au moins à se stabiliser vers 120, bah, peut-être qu'on pourra aller à 125. Et puis à contrario, bon, bah, si on revient et qu'on suit un peu ce canal baissier à 114, bah, après je pense qu'on pourrait aller rapidement à 112. Donc ça va être pareil, à moi de faire un choix. Pour les personnes intéressées, bah, là il faut observer. Hein. Si on revient à 112 et là on aura peut-être une sorte de config comme ça. Et puis on tentera un retour à 120. Et puis soit on casse là et on va peut-être à 125. À observer, récit, bah, c'est très neutre comme les cours. Je reste attentif sur FH en phase d'indécision avec quand même quelques préjudices techniques court terme. On continue avec Alten. Alors Alten, c'est pareil, c'est un peu zigzagué cette semaine. La chose un peu négative, c'était bien évidemment le passage en dessous des 76. Pareil, j'ai réfléchi pour aussi peut-être encaisser un petit gain, ça aurait été à peu près 2% de gain, parce qu'elle arrivait dangereusement vers mon PRU, je l'ai laissé un peu le bénéfice du doute, surtout qu'on était revenu vers les 52 RSI, elle est repartie à la hausse. Donc là, elle est revenue au-dessus de la zone des 76,35, et clôture vendredi au-dessus de la moyenne mobile 10, donc il y a du mieux, mais c'est quand même pas top. J'aurais aimé qu'elle revienne là et qu'elle reparte direct, et qu'on soit vendredi soir vers les 80. Est-ce qu'on a quelque chose aussi, une sorte de canal non, pas on va laisser comme ça, voir ce qui va se passer. Ce qui est sûr, c'est clair, c'est 80 euros, c'est vraiment une grosse résistance avec toujours le gap baissier qui n'est pas fini de combler du 25 avril. On a aussi la moyenne mobile qui arrive rapidement, pas loin des cours. Donc il faut que la semaine prochaine, on se rapproche des 80 euros, ça sera positif. Et si à contrario, on passe en dessous des 76, ça sera peut-être aussi le moment d'encaisser un petit gain sur Alten et voir ce qui se passe après, parce qu'on peut très bien aussi avoir une config phase de range. On a été quelques jours au-dessus et puis revenir après encore zigzaguer durant des jours, des semaines entre 69 et 77 euros. Voilà, il y a du mieux quand même sur la baisse, hein, mais c'est timide la reprise. On verra. Affaire à suivre pour les personnes intéressées. Le problème c'est de prendre position là. Faut mettre un stop ici sous la dernière baisse. Et puis là-haut le risque récompense n'est pas top du tout. Donc je pense qu'il n'y a pas grand chose à faire court terme. Après si on casse les 80, là il y aura peut-être des choses à faire. Ou soit si on revient à 70, là il y aura aussi peut-être des choses à faire. On observe pour ma part et on verra bien ce qui va se passer la semaine prochaine. On refera un point le week-end prochain. On continue avec Hermès. Alors Hermès, c'est pas top du tout. On a vu Kering qui avait fait 2,57 vendredi. Elle, Hermès, elle a fait moins 1,13. Donc c'est assez rare qu'il y ait un tel écart, surtout dans ce sens. Donc là, c'est pareil. Je suis à la limite de prendre aussi mes gains. Parce que là aussi, Hermès, elle a quand même très bien progressé depuis ce début de trade le 27 juin. On a fait un point haut à 7-8% de gains. Là, on a divisé par 2, on est à 4, mais c'est toujours quand même intéressant de prendre 4% sur Hermès, surtout assez rapidement. Donc ça va être je suis très limite parce qu'on est très limite sur la polarité. On est posé sur la moyenne mobile 200. On est quand même en dessous de la moyenne mobile 10. On a la 20 qui arrive. On voit que c'est quand même très timide, mais on a quand même la hausse. Si on met les retracements de Fibo, on est sur les 50. Donc ça va être lundi, je pense. Si lundi, on va vers les 2355 par ici, je pense que je prendrai mon petit gain. Et puis, on verra bien ce qui se passe sur Hermès. On peut très bien aussi ajuster un peu l'oblique, comme ça. Et pour voir que l'oblique joue toujours son rôle de résistance oblique baissière. Et qu'on est peut-être toujours en fait dans la phase de baisse. Comme ça, et puis on y va. Là, c'est pareil, LVMH la semaine prochaine. Hermès, elle publie le 30 juillet. Donc, on va y voir plus clair la semaine prochaine. On va voir sur Hermès, peut-être encaisser avant les résultats d'LVMH parce que ça peut aller très vite à la baisse. On peut aussi repartir violemment à la hausse, on ne sait pas trop. Donc, surtout que vendredi, il y a eu Burberry qui a publié plutôt des bons résultats et plutôt bien accueillis. Je crois qu'elle a fait plus 4% en Grande-Bretagne et pourtant ça n'a pas soutenu Hermès
ni LVMH, alors je sais pas trop. Voilà, il y a toujours quand même un peu de faiblesse sur le luxe, hein. On a des fois des bons rebonds, mais ça repart après à la baisse. Alors j'ai bien peur qu'on retourne. Donc je reste très prudent sur Hermès, sachant qu'en plus pour le moment que je suis en plus-value latente, plutôt intéressante. Alors, personne intéressée, c'est assez simple. Si lundi on clôture au-dessus des 2423, on sera limite sur l'oblique, mais on pourrait dire qu'on a fait leur tracement de 52 Fibo, qu'on s'est posé sur la moyenne mobile de 100, qu'on repart ici et direction les 2006. Reste récompense d'un peu plus de 2,5. Voilà quelque chose qui peut être très intéressant et qui peut aussi m'intéresser pour compléter ma ligne. Mais le seul problème, c'est qu'on a LVMH qui va publier jeudi prochain. Et là, même si on revient ici à 2450, on peut très bien rebaisser violemment. Donc, la période des résultats, c'est toujours assez délicat pour les trades court terme. On verra bien comment ça va se passer la semaine prochaine. On continue avec Dassault Systèmes. Alors Dassault Systèmes, c'était plutôt intéressant cette semaine. Elle commence à s'extraire de ce canal baissier avec une belle tendance haussière pour le moment. Alors c'est timide. Vendredi, on fait encore une bougie rouge de presque -1. On invalide la bougie presse de la veille. On a toujours le petit gap haussier qui est ici. Voilà. Mais c'est timide, mais c'est quand même pas si mal. On a le croisement M10-M20. Je reste attentif. Mon PRU est à 31,49. Pour le moment, 2% de plus-value latente. Les résultats, c'est jeudi. Là, c'est pareil. On va bien voir ce que ça va donner, les perspectives, etc. sur Dassault Systèmes. Donc, je reste attentif. Je pense sauf s'il y a catastrophe début de semaine, mais je pense garder même avec les résultats. Parce que bon, déjà, Dassault Systèmes, si on se met en hebdo, on est quand même sur une grosse zone ici. Et puis, j'ai qu'une petite position pour le moment, prise le 8 juillet. Donc, même si on revenait à 30,43, après, bien évidemment, si on fait moins 14 suite à ces résultats et qu'on se retrouve ici, ou voire même en dessous, et ben, c'est dommageable. Mais bon, on verra. Pour les personnes intéressées, peut-être attendre les résultats ou si on revient vers cette zone, on peut aussi avoir une config de range entre 32,50, 31,22 avant d'y voir plus clair, mais je pense vraiment qu'on y verra plus clair suite à ces résultats de la semaine prochaine. Donc on va patienter tranquillement. On continue avec Essilor-Luxottica. Alors Essilor-Luxottica, on est venu. Alors Essilor-Luxottica a pris position le 8 juillet qu'on avait congestionné par ici. Le lendemain, il y avait une bonne nouvelle avec Meta qui rentrait dans le capital d'Essilor, donc un beau gap haussier, presque plus 6, sauf que ça s'est dégonflé en 3 jours. On est revenu combler le gap haussier et on a l'air de vouloir repartir. Alors c'est assez timide, mais c'est plutôt pas mal. On a congestionné. On a été à 256, on est revenu vers la zone ici où il y a mon PRU qui est en fait une petite zone de polarité et on repart. Alors maintenant, il faudrait vraiment repartir, ça veut dire s'extraire de toutes les moyennes mobiles parce qu'on a la 200, la 50, la 10 et la 20 presque au même endroit. Il faudrait vraiment retourner à 252 dans les prochains jours pour aller. Ma stratégie, c'est de revenir vers les 262, 264. C'est à peu près comme ça, qui est toujours d'actualité et qui peut être aussi intéressante la semaine prochaine. C'est à peu près comme ça, de 73. Si on prend ici, c'est à peu près de 1,5%. On peut aussi se dire que cette bougie-là, on est revenu combler le gap du 14 juillet, il ne faut pas aller en dessous. Donc comme ça. Après, c'est à vous de voir. Moi, je vais patienter. Résultat, c'est le lundi 28. Donc ça nous reste une semaine sur Essilor pour peut-être voir si on repart à la hausse ou à la baisse. Donc voilà, c'est sur des zooms. On est toujours en fait sur la phase de congestion, même s'il y a un peu du mieux parce qu'on a cassé l'oblique baissière. Mais c'est quand même pas fulgurant ces derniers jours sur Essilor-Luxottica. Le RSI, on est revenu vers la zone de neutralité 50. Il pourrait repartir, mais il faudrait rapidement repartir la semaine prochaine sur Essilor-Luxottica. Et on va finir avec Nexans. Donc Nexans, j'ai pris position vendredi. J'ai pas noté mon PRU, mais c'était à 116 par ici. Hop, je vous remettrai correctement sur Twitter et on verra la semaine prochaine, voilà, vers 116, un peu plus avec les frais, etc. Ça va être par ici, je pense, 116,40. Donc, ma stratégie, c'est peut-être un peu tard, mais bon, la construction est très belle. On va déjà voir en hebdo. Ce que j'aime bien sur Nexans, c'est le franchissement de cette résistance à 110,60 € avec une belle bougie hebdo. Et on voit
une sorte d'épaule tête-épaule. On va se mettre en ligne de clôture. Donc, épaule gauche et tête, épaule droite. Donc on a franchi la ligne de coup il y a déjà quelques semaines. Mais si on a la config de l'épaule tête-épaule et qu'on mesure un peu la hauteur de la tête, ça nous fait un objectif plutôt intéressant vers cette zone de résistance à 125 €. Et on a aussi la phase un peu plus court terme que je trouve aussi très intéressante, c'est la tendance haussière avec, donc on retrouve la ligne de coup de l'épaule tête-épaule, donc la hausse, la congestion bien en dessous de la résistance, le gap haussier de déclenchement, c'était vraiment ici le point idéal pour prendre position sur Nexans vers 108 €. Après, on a bien congestionné, on a fait une petite respiration, environ, je pense, de 50% de retracement sur l'impulsion. On a été chercher du monde vers la moyenne mobile 10. On a fait encore un franchissement de résistance vers les 110. Et là, on travaille. Jeudi, très belle hausse. Aussi un peu soutenu avec le grand, parce que c'est un peu le même secteur. C'est pour ça aussi que je me suis positionné pour surfer un peu sur la vague le grand, Schneider et produits électriques, etc. Donc, objectif aller là-haut. Tant qu'en plus on va avoir une croix dorée, donc croisement à la hausse M50, M200, donc très positif. Surtout avec Nexans, quand ça croise à la baisse, on fait une forte baisse. Quand ça croise à la hausse, la croix dorée, on fait une énorme hausse. Si on voit ici, forte baisse. Bon là, faux signal à la baisse. On a recroisé à la hausse. Voilà, des fois, on a des faux signaux, bien évidemment. Voilà, croisement à la hausse. Très forte hausse. Donc, on verra bien ce qui va se passer. Je suis dans le train de Nexans. On fera un point le week-end prochain sur Nexans. Si ça retourne violemment à la baisse et que ma stratégie, à peu près comme ça, un peu la zone, moyenne mobile 10 pour aller là-haut. Bon, la risque récompense est d'environ 1. Mais voilà, on peut aller après, bien évidemment, plus haut et aller sur des zones et repartir. C'est parce qu'en hebdo, c'est très haussier long terme en Nexans. Voilà. Les hausses, congestion moyenne mobile 200, la très forte hausse, on est revenu très loin quand même. Ici, on s'est fait un peu peur et on est reparti. Donc, on peut très bien dans les prochaines semaines aller là-haut. Alors, c'est pas l'objectif parce que c'est plutôt un trade court terme. Mais la tendance est haussière, les moyennes mobiles sont bien orientées, elle est forte en ce moment. Donc je prends le train Nexans, on verra bien jusqu'où ça va me mener. Voilà ce tour d'horizon complet de mes trades en cours avec FDJ qui a été clôturé cette semaine et une nouvelle position Nexans. Je vous rappelle, pour suivre tous mes trades sur Morning, le lien est dans la description. Quand je prends un trade ou que je clôture un trade, je vous partage presque en temps réel sur mon compte Twitter. Le lien est aussi dans la description. Et on va finir comme d'habitude par quelques sociétés qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. Donc Assystem, on en a déjà parlé le week-end dernier et elle est toujours aussi belle. Avec encore une très belle semaine, plus de 21, on casse une zone clé quand même des 43 €. Après une belle congestion, on voit forte baisse, une hausse aussi rapide que la baisse, des phases vraiment d'indécision. Quand on voit les bougies hebdo des dernières semaines, là, avec des grandes mèches hautes, des petits corps, mèches basses, et là on voit clairement, si on se met en Ekinashi, on va bien voir, voilà, indécision, et là ça repart à la hausse. Donc c'est plutôt très positif. En hebdo, on repasse au-dessus de la moyenne mobile 200, donc on a toutes les moyennes mobiles en dessous des cours, donc positif sur Assystem. En journalier, ce que j'aime bien, c'est cette phase un peu de canal haussier sur Assystem, plutôt bien construite. Moyenne mobile aussi 10, 20, 50, 200 en dessous des cours. On a cassé les 43 €. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est soit, là on a une petite zone ici à 41,60, milieu de range, avec une polarité, surtout si on se met en 4 heures, on la verra peut-être mieux. Voilà, on travaille bien la zone des 41,60. Donc on a la polarité, on a la phase de range, et là on a vraiment cassé les 41,60. On a fait 2 appuis et on est pu retourner à 40 €. On s'est mis sous forme de canal haussier. Donc très positif sur Assystem. On peut avoir comme stratégie comme celle-ci, aller chercher le dernier sommet ici à 47,60, grosse résistance avec un risque récompense d'environ 1,39. Soit on est très serré avec par exemple moyenne mobile 20, moyenne mobile 10, la zone de polarité des 43 qui était résistance qui devient maintenant support et ça nous fait un risque récompense d'environ 2 avec un peu de marge. Voilà, scénario que je vais suivre la semaine prochaine parce que techniquement c'est plutôt intéressant sur Assystem. On continue avec Soprasteria.
Alors Soprasteria, ce que j'aime bien, on va se mettre en hebdo. Donc en hebdo, pareil, on a fait un beau rebond, on a cassé il y a quelques semaines l'oblique baissière. On a fait un double creux. On est revenu entre 180 et 196. La phase de latérisation en dessous de la résistance. On a cassé. Et là, on est de retour vers la zone. Alors, est-ce que c'est un pullback à 196,50 pour retourner à 211? C'est ce que je vais surveiller. En journalier, on voit le drapeau, le petit canal baissier, comme ça a été le cas il y a quelques semaines là. Petit canal baissier de consolidation, on casse par le haut. Donc à voir si on fait la même chose. On voit vendredi, on n'était pas loin de casser par le haut. Alors il y a deux stratégies sur ce genre de scénario. Il y a soit on continue et on se rapproche des 196, mais attention parce qu'on peut casser la zone de polarité et revenir après en dessous des 196 et on ne sait pas où elle pourrait aller. Alors là, bien évidemment, le risque récompense est top, à peu près comme ça, plus de 2,50. Soit on joue le passage ici, donc à 205, le risque récompense est inférieur à 1. Mais si on est toujours dans la même dynamique avec le canal, on devrait après casser la résistance des 211 pour aller à 222, notre prochaine zone. Donc un risque récompense dans 67. Ou sinon, bien évidemment, il y a la stratégie de couper la poire en deux. Ça veut dire prendre position là. Si ça se passe, mal, on sort avec une légère perte de 3%. Si ça se passe bien et qu'on casse après le canal par le haut, on peut reprendre position là. Si on prend ici, voilà, par ici, et qu'on reprend après par ici, ça nous fait un PRE moyen par ici. Donc voilà, ça fait 2 juste le haut. Et si on va là-haut, le risque récompense est presque de 4. À vous de voir, je l'aime bien techniquement, je vais la suivre. Est-ce qu'on va faire la même chose qu'il y a quelques semaines au mois de mai, sortir par le haut? Peut-être pas. On reverra ce qui va se passer la semaine prochaine. Et on va terminer avec Eurazeo. Donc Eurazeo, très belle bougie vendredi. J'ai envie aussi de vous la partager parce que Eurazeo, on hebdo rapidement pour voir qu'on avait une belle zone ici à 58. Mais les plus intéressantes court terme, Eurazeo pour voir donc forte chute. On a un gap haussier, on va chercher rapidement donc la même vitesse à la baisse qu'à la hausse presque, les 70,10 €, moyenne mobile 200 baissière plus le gap qui nous fait baisser rapidement à 58, phase de latérisation et là on a enfin franchi une grosse résistance avec un beau gap haussier. Donc c'est assez puissant ce genre de config. Et ce qui est intéressant sur ce genre de config, c'est si lundi, pareil, s'il n'y a pas un gap baissier et qu'on retourne en dessous, bien évidemment, il n'y a plus rien à faire. Mais si on reste vers les 64, c'est assez simple. Soit on se met très serré avec le gap, soit la bougie d'avant, donc par ici, et l'objectif là-haut, et refaire la phase d'accumulation, de range, on casse, soit on revient, soit on revient là, et puis après on verra comment ça construit. Mais c'est l'objectif d'aller là-haut, donc un risque récompense d'un peu plus de 2. Voilà au niveau d'Eurazeo, avec ce gap haussier qu'il ne faut surtout pas qu'il soit comblé dans les prochains jours. Alors il y a les résultats la semaine prochaine aussi sur Eurazeo, donc on verra bien. Je vais la surveiller. Moyenne mobile, elles sont plutôt bien orientées, 10-20 qui va croiser à la hausse. La 200 est toujours un peu baissière, elle devient neutre. La 50 pardon, et la 200 est bien évidemment baissière. Donc on verra bien, RSI il y a encore de la place. Voilà au niveau d'Eurazeo à surveiller de près la semaine prochaine. Voilà au niveau de ces 3 sociétés que j'avais envie de vous partager car techniquement très intéressante. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous plaît, que chaque week-end je vous fasse une analyse économique et technique avec le suivi de mes trades et quelques sociétés qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Ça a des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description pour suivre mon PEA court terme et long terme à dividende summoning. Le lien est aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouvera la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, bye!